Bien, repartons avec, j'espère, l'avant-dernière vidéo où nous parlons du leader et leadership. Nous dirons ce que c'est un leader et puis nous terminerons par une sorte de comparaison entre le leader et le manager. La question de fond qui peut stimuler la réflexion pour cette partie est celle de savoir le Congo, dans son besoin de développement, dans son besoin de changement, a-t-il besoin d'un leader, d'un bon leader ou d'un bon manager? Est-ce que c'est une question de leadership ou une question de management? Cela va se dégager évidemment de l'explication que nous donnerons de la compréhension du concept de manager et de la compréhension du concept de leader. D'emblée, cependant, il convient de dire qu'on a besoin tout aussi bien d'un bon leadership, quelqu'un qui donne la vision. On a surtout aussi besoin de bons managers, c'est-à-dire des experts, des gens qui peuvent au quotidien apporter des résultats concrets à partir de l'application des procédures et des techniques bien précises. On a besoin de la bonne gouvernance. On a besoin de gens qui savent gérer. Et tout cela couvert, évidemment, dans l'orientation vers une vision, une manière de faire inspirée par un bon leadership. Voyons ce que c'est un leader et ce que c'est aussi un manager. Continuons à partager notre écran. Bien, qu'est-ce que c'est qu'un leader? Leader vient du verbe to lead en anglais qui signifie diriger, guider. C'est la capacité d'un individu de savoir guider un groupe de personnes. La capacité d'un individu qui guide une équipe pour atteindre des objectifs bien déterminés. Comprendre quels sont les objectifs qu'on peut réellement atteindre et la capacité de mobiliser ou motiver les autres vers l'atteinte de ces objectifs. Soit dit en passant et tout de suite, la différence entre un leader et un manager, si on peut la dire en deux mots, pour le leader, je dirais vision et communication. Ensemble avec communication, je dirais mobilisation. Bon, vision, communication et mobilisation. Tandis que pour le manager, je dirais procédure et résultat. Et puis, vous allez comprendre à la fin du chapitre, lorsque nous faisons vraiment un tableau comparatif entre les deux. Il n'y a pas de figure idéale de leadership. Si on vous dit, après tout ce que nous dirons, surtout en ce qui concerne le style, les différents styles de leadership, nous dirons qu'il n'y a pas de figure idéale d'un bon leader. Il n'y a pas un modèle particulier qu'un leader doit représenter. Et puis vous verrez à la fin, c'est que certains auteurs appellent le leadership situationnel. C'est-à-dire qu'un bon leader doit s'adapter à la situation devant laquelle il se trouve pour être directif, pour être participatif, collaboratif, pour être délégatif, pour être coach, pour être démocratique, ainsi de suite. On peut néanmoins retenir les conseils suivants. Un leader doit fixer une direction stratégique qui soit claire à tous les membres du groupe. Il doit encourager les idées innovatrices et concorder le temps
et les modalités de travail avec tous les membres de son groupe. Un leader doit soutenir et développer les capacités de ses membres. Un leader doit construire une équipe cohésive qui sait faire face aux conflits éventuels sans se laisser submerger par ceux-ci. Un bon leader doit apprendre à déléguer quand peut se faire pour créer un climat de confiance et de co-responsabilité. Un bon leader doit faire les éloges des membres pour la qualité de leur travail et ainsi les encourager. Et il doit aussi offrir des opportunités de carrière. Rappelez-vous la mythe de la fenêtre et du miroir. Savoir se mettre à la fenêtre pour reconnaître l'apport extérieur dans le succès, dans la réussite de l'organisation de l'entreprise et savoir se mettre devant le miroir pour s'examiner soi-même et chercher en soi la cause des échecs et des faillites. Quelques fonctions de leader qui, en réalité, c'est la copie des fonctions traditionnelles du manager. Planifier, organiser, diriger et contrôler. Ce que nous avons fait éclater en 5, décider, organiser, communiquer, motiver, contrôler et évaluer, et enfin innover. Alors, ici, je passe rapidement. On dit ce que c'est la planification. C'est avoir le sens de la planification, c'est-à-dire savoir faire des prévisions, fixer des objectifs et établir des plans d'action. Quel est le comportement concret de ce fait-là de planifier? La personne qui sait planifier prend le temps d'examiner la situation, fixe des objectifs et des résultats à atteindre, établit les priorités, élabore des plans d'action et agence les activités dans le temps, identifie les ressources, fixe des échanges entre des échéances. Il fixe des échéances en tenant compte des contraintes existantes. C'est échéance ici, c'est pas échange. Il fixe des échéances en tenant compte des contraintes existantes. Rappelez-vous le cours de projet, contraintes. Il organise l'utilisation de son temps et il anticipe les situations futures. Ça, c'est la planification. L'organisation, c'est quoi? Avoir le sens de l'organisation, c'est savoir répartir les tâches et les ressources et les coordonner de manière à atteindre les objectifs. Qui fait quoi, quand, comment? La personne qui sait organiser coordonne les différentes activités en visant l'atteinte d'un objectif. Il assigne les tâches selon les responsabilités et les fonctions en tenant compte évidemment des compétences et des capacités. Il fait le lien entre tous ceux qui font partie de l'association, fait le lien entre les différentes personnes impliquées, élabore et met en œuvre les systèmes et les modes de travail requis et choisit des moyens d'action qui visent l'économie de temps et les ressources, l'efficience. Diriger, la troisième fonction. C'est quoi ça, diriger? Avoir le sens de la direction, c'est savoir préciser la contribution de chaque personne et lui fournir l'aide et les ressources dont elle a besoin. C'est quoi? En fait, la personne qui sait diriger communique les objectifs fixés, il précise les limites de chaque mandat de travail, il rend clair la contribution de chaque personne, donne des orientations, des normes, des critères, des directives et les explique. Il fournit les éléments nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et il assure un suivi périodique et donne son avis sur les travaux et les résultats. Il laisse ses employés prendre des décisions en tenant compte de leurs fonctions. Contrôler, c'est la quatrième fonction. Avoir le sens du contrôle, c'est savoir vérifier périodiquement si les résultats atteints correspondent aux objectifs fixés
identifier les écarts et les causes de ces écarts et apporter les modifications nécessaires. La personne qui sait contrôler fait le point périodiquement sur l'état des travaux en cours, recueille l'information nécessaire, vérifie les résultats obtenus et les compare aux objectifs fixés. Il identifie les écarts significatifs. Il identifie là où les causes des écarts, apporte les modifications nécessaires, respecte les délais, vérifie plus d'une fois et obtient les résultats attendus. En fait, avant, nous avions dit qu'il s'agissait d'abord de mesurer, d'établir une comparaison diachronique et synchronique, et il était aussi question d'enregistrer les résultats, enregistrer tous les résultats, et puis savoir établir les délais, fixer les dates, comme aussi exiger le rapport ou, selon la position, donner le rapport. Bien, ces fonctions, nous pouvons les rendre en termes de capacité. Un bon leader, c'est quelqu'un qui s'exprime dans 4 fonctions ou 4 capacités. D'abord, stretching, c'est-à-dire tendre ce qui est plié, repasser. C'est la capacité de défier les habitudes d'un groupe et d'assumer des risques. Rappelez-vous, en termes de couleurs, là, nous sommes dans les jaunes. Empowering, renforcer, c'est la capacité à aider les membres à atteindre leur potentiel individuel pour réaliser un comportement organisationnel plus efficace. Stimuler, renforcer les capacités des membres. Le coaching, c'est la capacité d'être un guide, un formateur. Cette qualité se base sur le fait de respecter les personnes, de les écouter avec attention, la disponibilité et la considération pour chacun. Rappelez-vous que le management, aujourd'hui, veut mettre l'homme au centre de l'action d'une organisation, d'une institution. Et puis, le sharing. Un leader, c'est quelqu'un qui partage les informations, qui partage les connaissances. Bien, parlons maintenant de style de leadership. Il y a plusieurs styles. Nous allons vous en donner certains. D'ailleurs, je les cite et puis vous allez lire les détails. Mais tous ces styles-là gravitent autour de ce que j'appelle des pôles. Et il y en a 3. Je peux regrouper en 3 pôles les différents styles de leadership. Il y a le pôle autoritaire ou autocratique. Il y a le pôle démocratique ou participatif. Et puis, il y a le style laisser-aller ou laxiste. Donc, il y a le style directif, celui-là autoritaire, autocratique, qui commande. Il y en a qui sont démocratiques, plus collaboratifs, participatifs, mais il y en a vraiment qui laissent faire, qui sont laxistes. Le premier, c'est un certain Goldman Daniel qui retient 6 styles. Et je vous dis personnellement, j'aime sa théorie. Il y a ce qu'il appelle le leader directif, avec comme paradigme, faites ce que je vous dis. Il y a le leader chef de file qui dit, regardez-moi et faites comme moi. Il y a le leader visionnaire, venez avec moi. Il y a le leader collaboratif qui dit, collaborez d'abord, les collaborateurs d'abord. Et il y a le leader participatif qui dit, et vous, qu'en pensez-vous? On est plus intelligent à plusieurs, c'est-à-dire qu'il sollicite le point de vue de ses collaborateurs. Et puis, il y a le leader coaching, le leader coach qui dit, essayez ça. Personnellement, j'aime son école à travers cette description des différents styles. Quel est le meilleur style? Et si j'étais dans l'auditoire et ceux qui étaient là au cours, je leur demandais quel est le style qui plaît à eux et pourquoi.
Mais en termes de meilleur style, il n'y en a pas. Nous disons que la réponse, si on vous dit quel est le meilleur style, en fait, il faut privilégier le leadership situationnel. Il y a des situations où il faut être directif. Il y a des situations où il faut être visionnaire. Il y a des situations où il faut être coach, ainsi de suite. Deuxième école, c'est Francis et Likert. Eux identifient 4 styles. Le style paternaliste, le style participatif, le style autoritaire, le style consultatif. Nous sommes toujours dans les 3 pôles que j'ai définis avant. Et puis, il y a le style, disons, l'école de James McGregory Burns. Il parle de style X, Y et Z. En fait, lui a développé la théorie de style X et Y. Et puis, il y a William Hookie qui a ajouté le style Z. C'est quoi en fait? Pour lui, il y a des gens, il y a des personnes qui sont naturellement euh, paresseux, qui évitent l'effort, qui évitent le travail, qui évitent la tâche. Et alors, pour ces gens-là, il faut les commander, il faut se montrer directif. Mais il y a aussi des gens qui, naturellement, sont disposés à travailler et il faut simplement leur faire confiance. Il faut les laisser faire. Il faut, euh, disons, collaborer. C'est-à-dire, étant donné que la personne moyenne par nature ne déteste pas le travail selon cette théorie, la personne ne doit pas être contrôlée pour faire des efforts. Elle peut se diriger et se contrôler elle-même. Donc, il y a des leaders qui sont convaincus comme ça. S'il est convaincu comme ça, alors il va laisser faire. Alors, il va plus déléguer. Alors, il va demander l'avis des autres. Tandis que celui qui part de l'idée que la personne moyenne n'aime pas le travail et fait tout pour l'éviter, il faut alors contrôler, il faut alors imposer, il faut alors diriger. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'impose, il est autocratique, il est directif. Le style Z, c'est dire en fait que euh, dans la dimension humaine dans l'entreprise, la dimension humaine dans l'entreprise est une référence explicite à la distinction établie par McGregor Burns entre l'homme naturellement fainéant et l'homme naturellement travailleur. Donc, il y a la moyenne. Il y a la moyenne. Ce n'est pas toujours ce n'est pas toujours le X, ce n'est pas toujours le Y. Il y a lieu de dessiner au milieu une certaine catégorie moyenne qu'on appelle X, Y, plutôt Z. Le leader, le 5 styles de Jane Mouton et Robert Blake, évidemment, selon une grille que vous trouvez dans votre syllabus, et on obtient en fait selon 2 axes. Selon l'axe qui priorise la production et l'axe qui priorise la considération humaine et la valeur de la personne, l'intérêt pour la personne, on obtient, disons, 5 styles. Il y a le style autocratique, le style paternaliste, le style nonchalant, le style collégial, le style démocratique. Et puis, nous avons le 8 styles du leadership circomplexe. Il y a le style charismatique ou transformationnel, le style démocratique, le style évitant, le style autocratique. Et nous avons aussi les 10 styles de McCarthy, et le leadership, le leader directif, le leader coach, le leader formateur, le leader qui délègue, le leader coercitif, autoritaire, rassembleur, démocratique et précurseur. Et puis, nous avons la théorie de Paul Hersey et puis Ken Blanchard avec leur théorie de leadership situationnel que j'adore beaucoup. Nous avons néanmoins, disons,
les 4 lois du leadership situationnel. D'abord, l'efficacité d'un leader passe par le développement des personnes dont il a la responsabilité. Deuxièmement, l'efficacité consiste à adapter à un instant donné, à un moment, le ou les styles que commande la situation. L'efficacité consiste à évaluer en permanence l'autonomie des personnes et des groupes. Le rôle d'un leader est de créer les conditions propices au développement de cette autonomie. Et de là, il développe 4 styles. D'abord, le leader directif, le leader persuasif, le leader participatif et le leader délégatif. En fait, l'efficacité d'un leader, c'est d'adopter le style de leadership le plus adapté à la situation et développer l'autonomie de ses collaborateurs. L'autonomie, c'est quoi? C'est la compétence mêlée à la motivation. Évidemment, vous avez la description, le directif, le style directif, il est très organisationnel, mais peu relationnel. Son rôle, c'est de structurer l'équipe. L'attitude du leader, le leader donne des instructions et des consignes précises. La prise de décision, le leader prend des décisions seul. Je décide. Le persuasif, lui, il est très organisationnel, il est très relationnel. Son rôle, c'est mobiliser. Et son attitude comme leader, il donne des instructions et des consignes précises et explique les raisons de ses choix. Il est persuasif. À la prise de décision, il prend des décisions et explique ses choix, pourquoi il a décidé. Et puis, le style participatif, il est peu organisationnel, mais très relationnel. Son rôle, c'est associer, créer la cohésion. Et comme attitude de leadership, il écoute, parle peu et travaille sur un pied d'égalité avec ses collaborateurs. Dans la prise de décision, il partage la prise de décision avec ses collaborateurs. Nous décidons ensemble. Ça, c'est le leadership participatif. Et puis le délégatif, il est peu organisationnel, mais aussi au même moment peu relationnel. Il responsabilise les autres. Comme attitude de leadership, il reste en retrait, mais est disponible et répond à toutes les sollicitations de ses collaborateurs. Voilà. Donc, un leader est efficace s'il adopte le style de leadership le plus adapté à la situation et s'il développe l'autonomie de ses collaborateurs. Et nous avons aussi le style par rapport à la tâche. Il y a le style qui privilégie la valeur, le style qui fixe les objectifs, qui répond aux besoins, le style visionnaire, le style relationnel persuasif, le style tire-pousse, le style institutionnel, le style éducatif et le style du soutien. Voilà. Et puis, nous avons parlé un peu de leadership charismatique. Je ne veux pas m'attarder sur ça. Et en expliquant d'abord ce que c'est le charisme. C'est le charisme sur le plan général, sur le plan spirituel, et voir en fait les caractéristiques d'un leader charismatique. Donc, le charisme se fonde sur la volonté de défier les statu quo. Les individus charismatiques éprouvent et expriment sans relâche un sentiment d'insatisfaction par rapport à la situation existante. Quelles sont les caractéristiques d'un leader charismatique? Il propose les buts qui transcendent les intérêts immédiats des individus et qui transcendent donc une cause. Donc, ils poursuivent les objectifs liés à une cause à laquelle c'est voué. Ils expriment les attentes élevées à l'endroit des partisans. Ils sont exigeants. Ils expriment leur confiance dans la capacité des partisans de réussir. Ils expriment leur sympathie, leur sensibilité à l'endroit, à l'égard des besoins des partisans. Ils offrent une image de dynamisme, de détermination, de confiance. Ils adoptent habituellement un style théâtral, l'éloquence, les gestes recherchés, voix captivantes, les tons engageants, et leur message est conçu pour toucher émotivement les partisans. Bien sûr, 6 qualités d'un leader charismatique. D'abord, l'humilité en toutes circonstances, une disponibilité sans faille,
une prise de risque pour protéger ses collaborateurs, une exigence à toute épreuve, une omniprésence sur le terrain et une propension à féliciter ses collaborateurs pour chaque mission bien accomplie. Mais il y a aussi des risques. Il y a des risques. Hein. L'extrémisme idéologique et le fait de neutraliser les jugements des autres, l'utilisation du charisme pour des buts destructeurs parfois, et le paternalisme comme corruption du climat démocratique, la création d'un monde magique, d'un mythe isolé de l'environnement externe, la concomitance des aspects pathologiques de l'univers, une sorte de narcissisme, de paranoïa. L'échange générationnel devient un problème. Quand il n'est plus là, souvent, c'est de père à fils. Donc, ce n'est pas qu'on insère, disons, le leadership dans le cadre de groupes en général, mais souvent, ça devient quelque chose, vous voyez même chez nous, les partis comme l'UDPS et les PALU, on a eu tendance justement à se passer les pouvoirs à l'interne. La difficulté, évidemment, managériale aussi, hein. C'est pas facile. Souvent, quand on a ces charismes comme ça, et on n'a pas les capacités de bien gérer, de conduire selon les règles. Voilà. Maintenant, pour finir cette partie, la différence entre le leader et le manager. Nous avons là une série de phrases des auteurs, certains auteurs, comment ils voient la différence entre le manager et le leader. Évidemment, quand je prends par exemple McCarthy et Burns et les 10 simples vérités à propos de management et de leadership, par exemple, le management et le leadership ne sont pas les mêmes. Tous les dirigeants ne sont pas les managers et tous les managers ne sont pas des leaders. Vous pouvez être vous pouvez être bon pour l'un et mauvais pour l'autre, comme vous pouvez aussi être bon dans tous les deux. Les managers planifient et budgétisent, organisent et affectent, contrôlent et résolvent les problèmes et et ils produisent la prévisibilité et l'ordre. Les leaders établissent la direction, alignent les gens, motivent, inspirent, encadrent et produisent le changement. Bien que le leader et le management le leadership et le management soient différents, ils sont complémentaires et importants au même titre. L'un n'est pas meilleur par rapport à l'autre. Rappelez-vous la question de départ. Qu'est-ce qui est important pour notre pays, le management ou le leadership? Et la réponse était que tous les deux sont importants. Et puis, j'arrive à la dernière, par exemple, quelqu'un peut être nommé manager, mais vous devez gagner le titre de leader. On ne nomme pas un leader, on nomme un manager. Un gestionnaire peut hériter ou embaucher des employés, tandis qu'un dirigeant doit être élu par ses partisans pour être son chef. Un leader doit être élu. Vous pouvez faire le management pour gérer, mais vous devez être un bon leader pour mener. Gérer et mener sont deux choses différentes. Il faut mener les gens. Là, c'est le leadership. Il faut gérer et là, c'est le management. La gestion peut être un travail déterminé dans le temps, tandis que le leadership est transformationnel. Il n'y a pas d'interrupteur marche-arrêt. En fait, en général, et peut-être c'est le leadership qui, en réalité, est un peu difficile. Parce que si vous êtes un bon leader, vous avez vraiment la vision, vous pouvez alors chercher des collaborateurs qui sont des bons managers. Vous pouvez chercher des gens qui peuvent, avec leur expertise, parce que le manager, c'est d'abord ça. L'expert, c'est l'expert des procédés de la marche vers les objectifs, vers des résultats concrets. Donc, vous pouvez être un bon leader, mais vous pouvez vous associer comme collaborateur des bons managers. Bien, nous avons là aussi certaines phrases qui disent encore mieux cette différence. Par exemple,
Mark Gregor Burns, que je disais avant, fait la distinction entre le leadership transactionnel et transformationnel, alors que le leadership transactionnel peut être vu comme un rôle de manager. Le leadership transformationnel cherche à satisfaire les attentes supérieures des subordonnés. Pour Abraham Zalecznik, le comportement des managers est dicté par les consensus. Ils sont davantage motivés par les problèmes de procédure, alors que les leaders suivent leur propre vision sans respecter le compromis avec le groupe nécessairement, pas nécessairement. Il y a aussi la théorie de Warren Bennis qui dit le leader fait des choses bien et le manager fait bien les choses. De manière générale, on obtient les leaders supérieurs au manager. Généralement, selon lui, on tient les leaders supérieurs au manager, comme j'ai dit avant. De fait, ces derniers ont plutôt mauvaise presse. C'est-à-dire les managers, en général, ce sont des gens qui savent tricher, des gens qui savent dribbler, ainsi de suite. Et Amar, Viviane, évidemment, dit, par exemple, le leadership se perçoit dans la capacité à prévenir les changements inéluctables, à les affronter courageusement et à agir pour l'intérêt collectif en comblant les écarts entre réalité et vision. Et puis, vous avez là un tableau synthétique qui dit la différence entre le leader et le manager. Par exemple, au premier point, le leader est reconnu comme tel par les membres. Ici, il est imposé à une équipe. Le leader est tourné vers l'avenir, tandis que le manager se concentre sur le présent. Le leader apprécie le changement, le manager préfère la stabilité. Le leader privilégie le long terme, le manager s'oriente sur le court terme ou le moyen terme maximum. Les leaders sont engagés dans une vision, le manager, lui, est soucieux des règles et des réglementations et centré sur la procédure. Le leader cherche à connaître le pourquoi, mais le manager, c'est le comment. Ce qui l'intéresse, c'est connaître le comment faire les choses. Si le leader savent déléguer, les managers, non, ils veulent contrôler. Et si je vous pose, par exemple, la question de savoir de ces deux-là, quelle couleur vous attachez à chacun, évidemment, vous voyez que le leader, en général, c'est un jaune, c'est aussi un vert, en général, tandis que le manager est plus bleu. Ça, vous allez le comprendre si vous avez un peu de temps. Donc, voilà, vous avez ces tableaux-là où je compare et à partir, disons, de certains auteurs, je vous fais voir la différence entre un leader et un manager. Et la question de fond, qu'est-ce qui vaut mieux pour le développement, le changement de notre pays? Est-ce qu'il faut un bon leadership ou bien un bon management? Voilà. Et nous avons ensuite quelques conseils sur comment développer son leadership. En fait, il n'y a pas de miracle. Hein. Il y a quelques conseils qui valent bien la peine. Par exemple, adopter la pensée nuancée. Par exemple, pratiquer la pensée affranchie. Par exemple, écouter avant de parler. Par exemple, dans cette approche, les experts sont utiles, les leaders, mais ne peuvent pas remplacer leur esprit de discernement et leur sens critique. Se méfier des théories soi-disant scientifiques qui énoncent des faits soi-disant indéniables et des vérités soi-disant inattaquables. Ne pas humilier inutilement son adversaire vaincu. Autant de conseils pour développer son leadership. J'ai donné une liste de conseils, vraiment, des conseils. Ne pas chercher ailleurs que dans des idées neuves et des approches originales le moyen d'atteindre l'excellence. Voilà, il faut toujours travailler pour l'innovation, il faut travailler pour de nouvelles idées. Tous ces principes se fondent sur une vision situationnelle du leadership. Ce qui réussit dans un contexte donné à un moment donné ne réussit pas forcément dans un autre contexte au même moment ou dans les mêmes contextes à un autre moment. Donc, ce que nous disions aussi dans le cours de projet, il ne faut jamais faire du copier-coller. Ce n'est pas possible. Vous avez appliqué tel modèle dans telle situation à tel moment, ce n'est pas dit que le même modèle
dans une autre situation, à un autre moment, va marcher. Il faut toujours voir dans quelle situation vous vous trouvez concrètement. Les outils du leadership. D'abord, l'écoute, savoir poser un bon diagnostic, la communication et la motivation. 4. Écouter, diagnostiquer, communiquer et motiver. Et puis, je finis par quelques conseils sur le leader. Voilà, ça c'est sur le leadership. Nous nous arrêtons là et on va continuer avec, nous allons continuer avec un autre chapitre. Maintenant, ce sera sur la direction, et je crois le dernier chapitre en fait, sur la direction d'une équipe de communication. Les autres, vous allez lire. Mais comme cours prévu pour vous enseigner, je prends un dernier chapitre qui va nous ramener d'abord à l'origine du management, qui naît comme la manière de gérer les personnes, les motiver pour donner plus de résultats et qui, petit à petit, systématiquement devient vraiment une théorie scientifique qu'aujourd'hui on appelle management avec beaucoup de théories, beaucoup d'auteurs, beaucoup de publications scientifiques.